Depuis son existence, le train est un outil de propagande idéal. Sur tous les continents, de président en roi ou dictateur, chacun veut son train pour sillonner les pays, faire la promotion de ses idées, aller à la rencontre du peuple. Dans les années 30, en Allemagne, Hitler, devenu chancelier, décide qu'il lui faut un train hors norme, à l'échelle de sa puissance. Ce sera un monstre, tracté par 2 locomotives, protégé par des plateformes anti-aériennes. À son bord, des hommes sur le pied de guerre, des gardes du corps privé, la police du rail, des officiers de l'armée allemande. Son nom, Amerika. Au Führersonderzug, le train spécial d'Hitler. Une bête d'acier de 1200 tonnes et 430 mètres de long, avec des voitures dernier cri équipées de la plus haute technologie de l'époque. C'est un Air Force One avant l'heure, une véritable forteresse nazie sur le rail. Ces canons de 20 mm peuvent tirer jusqu'à 4 km 5, 4 km 7 sur des objectifs au sol. Le Führersonderzug est le quartier général mobile le mieux équipé au monde à cette époque. C'est le NEC plus ultra. À chacun de ces déplacements, des centaines d'hommes sont à pied d'œuvre, sur les rails, les ponts, les tunnels, les gares. Leur mission, protéger Amerika des ennemis d'Hitler. Le train privé d'Hitler est plus qu'un moyen de locomotion. C'est un véritable bunker, un quartier général et un refuge. Des pages de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale s'y sont écrites. Des décisions tragiques y furent prises. Des rencontres décisives eurent lieu à son bord. Pétain, Mussolini ou encore Franco sont venus dans ce train rencontrer le dictateur nazi. Ce train stratégique fut même la cible de complots pour tuer Hitler. Mais Amerika est une bête d'acier imprenable. 70 ans plus tard, le train d'Hitler reste méconnu et peu étudié. Pourtant, il nous révèle un autre visage du dictateur allemand, celle d'un homme paranoïaque et mégalomaniaque. Nous avons remonté le cours de l'histoire pour comprendre comment avait été conçue cette bête d'acier. Quelles mégastructures ferroviaires ont été construites pour assurer sa sécurité? Ils sont absolument énormes. Ce sont des tunnels de 480 mètres de long et de 20 mètres de haut. Comment s'organisait la vie à bord du train? Pourquoi rien ni personne n'a pu en venir à bout? Mais surtout, que nous apprend-il sur Hitler? Nous sommes allés en Allemagne filmer les vestiges des trains spéciaux nazis, avec leurs voitures luxueuses. Nous avons retrouvé les dernières archives encore existantes. Nous avons retracé l'itinéraire du train spécial d'Hitler. Nous avons tenté de percer les secrets de la bête d'acier. Plongez avec nous au cœur d'Amerika, le train d'Hitler. Nous sommes au début des années 1930. Hitler est à la tête d'un parti politique, le NSDAP, le parti nazi. Un parti qui monte. Le 30 janvier 1933, Hitler est élu chancelier de l'Allemagne. Il prend les rênes du pouvoir. Hitler est un homme politique moderne qui transcende les foules. Il a compris comment toucher le peuple, grâce à son apparence et à ses discours, où il hurle sa ferveur, possédé par ses propres propos. Mais il a un autre atout. Il a compris que pour toucher le peuple, il faut venir à lui. Dès le début des années 30, avant tous les autres hommes politiques de son temps, Hitler prend conscience de l'importance de se déplacer. Il sillonne l'Allemagne pour toutes ses campagnes politiques. Hitler aime être vu à cette époque. Il sent que l'histoire lui donne raison. Il est largement soutenu par le peuple allemand, donc il est heureux de se montrer. Épris de modernité, de technique et de puissance, Hitler veut pouvoir se déplacer vite tout le temps. Et à l'époque, un autre dirigeant européen a un train privé, Mussolini. En 1937, Hitler commande à la Deutsche Reichsbahn, la SNCF allemande, un train spécial pour ses déplacements. Après 2 ans de conception et de fabrication, il sort d'usine en août 1939. Il est baptisé Amerika. Pour Hitler, l'Amérique, c'est l'anéantissement des Indiens. Il est fasciné par ce territoire de conquête. Hitler, lui, veut conquérir l'Europe, anéantir tous ceux qui ne sont pas ariens. Son train est à la hauteur de ses ambitions, surpuissant. Il file sur le rail entre 80 et 120 km/h. Chaque wagon pèse au moins 60 tonnes. Cette bête d'acier est un outil extrêmement performant. Comme dans un quartier général fixe, un bunker, Amerika assure la sécurité d'Hitler, lui permet d'avoir toutes ses équipes autour de lui lors de ses déplacements, d'être mobile sur les différents fronts,
de rester joignable à tout moment, ce que ne permet pas ni l'avion ni la voiture. Une sorte de Air Force One avant l'heure, bourré de haute technologie. Un train qui est assez impressionnant, qui, lorsqu'on le voit, je ne dirais pas qu'il fait peur, mais il impressionne par son austérité et son dépouillement le plus total. À bord de son train, Hitler se montre proche du peuple. Il prend des bains de foule, mais chaque sortie est organisée et ultra sécurisée. Une des choses qui inquiétait les gardes du corps, particulièrement en ce qui concerne le train, était que lorsqu'il entrait en gare, il y avait souvent des foules qui se ruaient sur le train, comme s'il s'agissait d'une rockstar qui arrivait, essayant de toucher Hitler, de lui serrer la main. Et une personne pouvait lancer une grenade dans le train ou même l'attraper à travers une fenêtre. Tout pouvait arriver. Donc, il est de plus en plus évident qu'Hitler a besoin d'une sorte de train spécial qui serait coupé du public et de l'armée aussi, d'ailleurs. Très vite, tous les dignitaires nazis se font construire leur train privé. Hitler a lancé une véritable mode. Mais ce qu'a créé le train d'Hitler, c'est que les autres personnalités importantes du Troisième Reich, des gens comme Göring, le ministre des Affaires étrangères, comme Himmler, le chef de la SS, voulaient tous leur train spécial pour les transporter à travers le pays. Et ainsi, jusqu'au début de la guerre, on a pu compter un total de 25 trains spéciaux. 300 wagons pour ces 25 trains au nom inspiré d'America. Asienne, Africa, Atlas, Atlantique, Prussia. Comme si le Troisième Reich avait déjà posé son sceau sur le monde entier. Ils sont tous composés sur le même modèle, utilisent des voitures construites par des entreprises allemandes, se ressemblent beaucoup, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. À tel point qu'ils sont souvent confondus, et plus particulièrement le train d'Hitler et celui de Göring. America va dévorer des milliers de kilomètres de rails pendant les années de guerre. Une bête d'acier qui pousse tout sur son passage, comme un symbole des conquêtes hitlériennes. Au fil des besoins de la guerre et du nombre de personnes à bord, sa composition varie. 10 à 16 wagons, soit une longueur de 300 à 430 mètres, l'équivalent de 2 rames de TGV. C'est un convoi de 1200 tonnes. Une véritable petite ville ambulante avec parfois plus de 200 personnes à bord. Les voitures du cœur de la rame sont toujours positionnées de la même manière pour garder la logique de circulation entre les voitures de communication et celles d'état-major. Ce sont des voitures grand public en acier, le summum de la modernité, qui ont été adaptées pour les besoins. Les voitures elles-mêmes ne sont pas blindées. Elles ont été construites dans les années 30, ont été fabriquées par 3 usines allemandes renommées, Henschel, Wegmann et Crédé. L'intérieur a été aménagé par une société de design d'intérieur réputée, à savoir les Ateliers Associés à Munich. Ces ateliers étaient connus parce qu'ils avaient apporté, au début du XXe siècle, l'Art nouveau en Allemagne. La voiture personnelle d'Hitler, la voici. Elle pèse 63 tonnes, une masse colossale. Une particularité qui a fait émerger beaucoup de rumeurs. Pendant longtemps, on a cru que sa voiture était blindée. La raison est en fait bien plus surprenante. Hitler s'est fait construire une salle de bain tout en marbre. Pour satisfaire à cette excentricité, une chape de béton armé est coulée sous la salle de bain pour la supporter. Un poids considérable supplémentaire. De plus, comme dans les autres voitures, un système de chauffage et d'air conditionné, ce qui est très rare à l'époque, a été intégré, permettant de régler aisément la température ambiante. De la haute technologie, même dans le quotidien. Cette voiture est en 3e position dans le train, juste après la première voiture bagage. On entre par une antichambre gardée en permanence par 2 soldats. Le salon, assez épuré, au centre duquel se trouve une grande table et des fauteuils confortables, est couvert d'érables veinés. L'appartement de Hitler est constitué d'une chambre avec un simple lit une place. Sa fameuse salle de bain a une baignoire allongée et la robinetterie est plaquée or. On trouve ensuite 3 chambres pour les invités et une salle d'eau.
2 soldats montent la garde en permanence à cette extrémité également. En fin de compte, ce style qui est visible ici dans le salon était toujours un peu petit bourgeois. Petit bourgeois, ringard, aménagé dans l'ensemble avec des éléments d'un design fonctionnel, relativement peu de décor et relativement peu ornemental. Pour lui, le luxe appartenait à l'État. En tant qu'homme, il aimait beaucoup la sobriété et, je dirais même, une certaine austérité. Nous sommes le 3 septembre 1939. Pour America, c'est un grand jour. Le train va effectuer son premier voyage militaire. Depuis Berlin, direction Bad Polzin, une petite ville du nord-ouest de la Pologne. Hitler vient d'enclencher la Seconde Guerre mondiale en envahissant la Pologne. Le monde entre alors dans un conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu. Une des pages les plus sombres de son histoire. 62 millions d'hommes, de femmes et d'enfants vont périr. Et c'est dans ce train que le sort de la Pologne et du monde vont se jouer. Hitler en a fait son quartier général. Mobile, impressionnant, il va maintenant accompagner le Führer sur tous les fronts. Alors que la guerre fait rage en Pologne depuis de longues journées, America, à l'image de son maître, offre un sentiment d'invulnérabilité. Depuis le train, on dicte la stratégie militaire. Il devient aussi au fil des jours un véritable lieu de vie. Ici cohabitent les hauts dignitaires nazis, les plus proches collaborateurs du Führer, mais aussi les secrétaires, les chefs cuistots, la garde rapprochée d'Hitler, son médecin, les conducteurs du train et évidemment les soldats qui vivent dans les wagons anti-aériens. Toute une fourmilière nazie qui s'active. Hitler possède une grande équipe de personnes à son service. Il a des valets qui s'occupent de tous ses besoins, l'habiller, lui fournir des vêtements propres. Il y a des femmes de chambre à bord pour faire les lits. C'est un personnel très soigneusement sélectionné qui occupe les fonctions de serveur et de maître d'hôtel. Et tout cela dans les voitures salle à manger. Sont présents quelques-uns des meilleurs serveurs et serveuses que l'on puisse trouver en Allemagne. Le train offrait des commodités inattendues. Un vrai luxe au cœur de la guerre, comme la voiture entièrement dédiée au bain et à la coiffure. Un lieu raffiné, savouré par Hitler et ses prestigieux invités. Elle a été offerte au Führer par la Reichsbahn pour ses 50 ans, le 20 avril 1939. Le marbre et les 11 200 litres de réserve d'eau font que cette voiture est extrêmement lourde. Elle pèse 78 tonnes. Elle est située en 9e position, juste après les voitures couchettes des invités. La première pièce, isolée à l'amiante, contient 2 réservoirs d'eau de 2000 litres chacun. Vient ensuite une petite salle d'attente pour se changer. Puis, 5 salles de bain se succèdent, dont 2 avec une grande baignoire en marbre et acier émaillé. Hitler se rasait lui-même, mais était coiffé tous les 15 jours par son coiffeur attitré dans le salon de coiffure. Enfin, 3 cabines de douche en marbre et une salle d'eau. Les installations sanitaires étaient bien sûr à la pointe de la technologie. La meilleure douche, baignoire. Hitler était quelqu'un qui appréciait vraiment ces aspects de la vie. Les journées d'Hitler commencent assez tardivement, vers 10 h, quand il se rend au poste de commandement pour discuter avec le chef des opérations stratégiques. Il écoute les comptes rendus de la matinée. Il donne peu d'ordres, observe, ne perturbe pas le travail des équipes. Il n'exige qu'une chose, interdiction de fumer. Il faut voir la vie à bord du train comme quelque chose à l'image du maître des lieux, c'est-à-dire extrêmement austère, consacré essentiellement au travail. C'est un homme qui est toujours dans sa dynamique de pouvoir. America est une véritable bulle de calme qui sillonne le nord de la Pologne en ce mois de septembre 1939. Emmenant Hitler soutenir la Wehrmacht dans le bruit et la fureur de cette blitzkrieg, cette guerre éclair. La Pologne est attaquée de tous les côtés possibles et elle a beaucoup de frontières avec l'Allemagne et sur toutes ces frontières l'armée allemande s'avance. Hitler va tout de suite organiser son occupation de la Pologne d'une manière extrêmement cruelle, extrêmement dure envers le peuple polonais, de façon à bien montrer que cette terre doit être très largement germanisée et devenir un morceau du Reich.
Les Russes, avec qui les Allemands ont signé en août 1939 un traité de non-agression, le pacte germano-soviétique, envahissent la partie orientale de la Pologne le 17 septembre. Le pays est à genoux et se rend le 6 octobre, 5 semaines après le début de la guerre. Le rêve d'Hitler prend vie sous ses yeux. La création du grand empire germanique. La conquête de la Pologne achevée, Hitler rentre à la chancellerie de Berlin, tandis qu'America stationne comme à chaque fois dans une zone hautement protégée de l'aéroport de Tempelhof, aux portes de la capitale. Les nazis ont une obsession, la sécurité. À son service, une logistique incroyable qui fonctionne au millimètre près. Il y a des régiments entiers de SS et des troupes de la Wehrmacht dont le seul travail est de protéger Hitler. De protéger le train, de protéger ses voitures, ses avions et de protéger les routes à destination et en provenance de ses quartiers généraux militaires. Le train lui-même doit subir un contrôle de sécurité très approfondi, y compris avec des chiens renifleurs pour les explosifs. Tout doit être soigneusement contrôlé, la nourriture apportée à bord, tout doit être préparé, le personnel rassemblé, etc. Toutes les personnes qui sont employées dans le train subissent un contrôle des plus stricts. Ce sont uniquement des Aryens, très semblables aux SS. On retrace la généalogie jusqu'en 1750. Pas de sang juif dans les veines, des choses comme cela. Peut-être des gens du parti dignes de confiance. C'est une sélection très rigoureuse. Et puis, il y a la garde rapprochée d'Hitler, une unité qui lui est entièrement dévouée. À bord d'America, ils ont une voiture pour eux. Ceci serait le RST, le Reichssicherheitsdienst ou service de sécurité du Reich. Ce sont les gardes du corps les plus proches. Hitler transportait entre 22 et 26 gardes du corps SS dans le train. Ce sont les seuls hommes autorisés à être à proximité d'Hitler et qui sont armés. Tous les autres ne sont pas armés pour des raisons évidentes. Pendant les trajets d'America, toujours la même obsession de sécurité. Contrôle absolu de tous les endroits où passera le convoi. Le long des voies, un soldat est posté tous les 100 mètres au niveau des endroits à risque, comme les gares, les ponts, les tunnels. Le train lui-même est ultra protégé par des armes lourdes portées par des wagons anti-aériens, les fameux Flakwagen, à l'efficacité redoutable. Positionnés en tête et queue de train, totalement autonomes, ils sont une protection efficace contre les attaques aériennes et terrestres. 4 canons anti-aériens sur tourelle sont en début de wagon. Au centre, l'espace de vie des soldats, lit, cuisine, coin toilette, rangement des munitions et des armes. En queue de wagon, de nouveau 4 canons identiques au premier. Ces canons de 20 mm ont eu un intérêt énorme, c'est qu'ils sont utilisables aussi bien en anti-aérien contre les avions, donc dans l'axe du train ou sur les côtés du train, et ceci, on va dire, jusqu'à 2500 mètres en altitude. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces wagons sont aussi utilisables pour tirer sur des objectifs au sol. Fantassins, véhicules légers qui viendraient approcher un peu trop du train. Et là, la portée est bien plus importante, puisque ces canons de 20 mm peuvent tirer jusqu'à 4 km 5, 4 km 7 sur des objectifs au sol. On considère que la cadence de tir du canon de 20 mm est aux alentours de 800 coups minute. L'équipage complet du Flakwagen doit être aux alentours de 25 à 30 soldats. L'avantage du train spécial est d'offrir à Hitler la possibilité d'emmener tout son état-major avec lui. Mais il doit aussi pouvoir se rendre n'importe où extrêmement rapidement en cas de besoin. Pour ce faire, sa Mercedes blindée suit le train et un avion est toujours à sa disposition. Il y avait également son Focke-Wulf 200 Condor, qui était son avion personnel, un quadrimoteur à hélice. C'est-à-dire que vous aviez le train qui, lui, allait d'une étape à l'autre, et l'avion qui précédait et qui, sur un aérodrome qui avait été choisi à l'avance, était prêt éventuellement à prendre l'état-major et à l'emmener ailleurs, rapidement, en fonction de la situation et de l'urgence. Début 1940. Alors que l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne font maintenant partie du nouvel empire allemand, le Führer prépare ses futures offensives. Hitler prépare d'arrache-pied une attaque très bien conçue contre la France et très bien conçue pour être, comme on ne le dit pas encore, chirurgicale. C'est-à-dire liquider la fine fleur de l'armée française et de son armement pour proposer une paix entre guillemets généreuse que la France ne pourra pas décemment refuser en étant désarmée, en ayant perdu son épée dans les premiers contacts, comme Hitler l'a très bien calculé. La France, attaquée mi-mai 1940, ne résiste pas longtemps à la vitesse et à la puissance de l'armée allemande. Elle dépose les armes 4 semaines plus tard. Et c'est tout l'Ouest européen qui se trouve sous le joug du nazisme et du fascisme. Seule l'Angleterre résiste. Le 22 juin 1940,
c'est dans un train qu'Hitler arrache la reddition de la France. Dans un pur esprit de vengeance, Hitler impose qu'elle soit signée dans la clairière de Rotonde, à Compiègne, dans le wagon où fut ratifié l'armistice de 1918. Le choix de ce lieu, de la part de Hitler, n'est pas neutre et n'est pas innocent. C'est une manière de dire qu'on ferme une parenthèse et que le Deuxième Reich avait cédé lamentablement en 1918 et que le Troisième Reich lave cet affront. C'est une manière de laver l'affront sur les lieux mêmes où il a eu lieu. Il rentre en vainqueur à Berlin le 6 juillet 1940 à bord d'America, le symbole de sa puissance. Une foule gigantesque l'accueille, tel un héros. Ce sera son dernier grand bain de foule. Il a des craintes énormes pour sa sécurité, et puis il a peut-être des craintes aussi que la ferveur populaire ne soit pas au rendez-vous. Et il en a besoin de cette ferveur populaire. Ça lui a donné un moral d'acier, une confiance terrible pendant toutes les années 30. Et il hésite à prendre le risque d'avoir des foules moins complaisantes. Le grand public est poussé lentement de plus en plus loin de la personne physique d'Hitler. Bien sûr, cela est bon à bien des égards, car cela oriente vers l'idée que la personne d'Hitler est une sorte de figure presque divine, qui n'est pas en bas parmi son peuple. C'est une figure du culte de la personnalité, au-dessus des citoyens allemands ordinaires. America, ainsi que les autres trains spéciaux, a la particularité d'être tracté par 2 locomotives en tête de train. Ce n'était pas seulement parce que le convoi était tellement lourd qu'on avait besoin d'une double traction, mais plutôt pour pouvoir garantir, au cas où une locomotive tombe en panne, que l'autre puisse encore continuer. Mettre une locomotive à vapeur en route demande environ 8 heures de préparation avant qu'elle soit prête à rouler. Il faut charger le charbon dans le foyer, le faire brûler pour qu'il mette sous pression les 27 000 litres d'eau présents dans la chaudière. L'autonomie d'une locomotive, c'est tout au plus 250-300 km. Quand vous partiez de Paris pour aller jusqu'à Marseille, ce n'est pas une seule locomotive. Au bout de 150 km, il faut commencer à songer à s'arrêter. Le temps d'air est vide, il y a plus. La locomotive a consommé 7 tonnes de charbon, 30 tonnes d'eau pour faire 150 à 200 km. Au bout de 150, il faut s'arrêter. Et vous change la locomotive en 2 minutes. C'est vite fait, elle est prête, elle est tenue prête depuis longtemps, la nouvelle. Et vous enlève celle qui est vide, vous en mettez une autre qui est pleine. Quand vous allez de Paris à Marseille, vous utilisez 10-15 locomotives. Quand l'Orient Express circule entre Paris et Istanbul, c'est une trentaine de locomotives. C'est-à-dire que la locomotive fonctionne comme le relais traction, vous savez, comme le relais postal, où les diligences, on vous change de chevaux à peu près tous les 30 km. America n'échappe pas à cette règle. Sur un trajet de 1000 km, comme Berlin-Paris par exemple, ce sont au moins 4 changements pour les 2 locomotives. Sur les voies françaises, elles sont fournies par la SNCF. Tout au long de l'existence du train d'Hitler, tout type de locomotive électrique ou à vapeur ont été utilisés. La plus notable est la fameuse BR-52, la locomotive de guerre, qui apparaît en 1942. La BR-52, surnommée Kriegslok, bouleverse les méthodes de fabrication parce qu'elle est extrêmement simple, elle est soudée. Il n'y a pas de rivetage technique qui coûte cher, vous savez, ces rivets qui hérissent. La chaudière est un cylindre complètement lisse. On a allégé, on a enlevé tout ce qui n'était pas immédiatement utile. Elle devient du coup très légère, elle est toute en muscles, vous voyez. La BR-52 est la locomotive parfaite en temps de guerre. Elle se fabrique rapidement, demande peu de matières premières coûteuses et peu de main-d'œuvre. En tout, elle permet d'économiser 26 tonnes de matériaux et 6000 heures de travail. Elle va être construite non seulement en Allemagne, mais elle va être construite également dans tous les pays occupés, puisqu'on va la retrouver construite chez Cockerill en Belgique, on va la retrouver chez Batignolles-Châtillon à Nantes ou chez Schneider au Creusot à Paris. Par exemple, Skoda en Tchécoslovaquie, ou encore des entreprises alsaciennes ont également construit ces locomotives de guerre. Plus de 17 pays, finalement, les ont construites, des pays occupés ou utilisateurs après la guerre. Au bout du compte, on a 6285 locomotives qui ont été construites en tout. C'est absolument énorme, ce qui en fait probablement la plus grande série de locomotives à vapeur ayant jamais été construites.
Hitler prépare un voyage qui va lui faire traverser la France à bord d'America pour rencontrer Franco, le dictateur espagnol, alors que l'Espagne n'est pas en guerre, et Pétain, le chef de la France vichiste. Il est question d'unir leurs forces contre le Royaume-Uni, l'ultime pays à conquérir sur le front de l'Ouest. C'est un périple dangereux, ultra secret, ultra protégé. Une préparation énorme est mise en œuvre. Hitler quitte donc sa résidence du Berghof le 20 octobre pour un voyage en 3 étapes à travers la France. Alors qu'America dévore les kilomètres, les services de sécurité nazis devancent comme à chaque fois le passage du train sur tout le trajet. Les gares ne sont averties qu'au dernier moment. Les responsables du réseau ne le sont que quelques heures avant. Le trafic en est complètement perturbé. Quand le train d'Hitler entrait sur un réseau, on gare les trains existants en amont et en aval sur les voies de garage. Il ne faut qu'il n'y ait aucun train sur les voies principales, sur les voies de passage. Aucun. On peut être amené à consigner dans les bâtiments des cheminots pour ne pas qu'ils puissent aller sur le quai au moment du passage du train. Bien entendu, on vérifie chaque ouvrage d'art, chaque pont, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bombes, il n'y ait pas, etc., d'engins explosifs qui soient susceptibles de faire dérailler le train. Dans les gares, tous les documents émis et utilisés durant le voyage, même les plus banales notes de service, sont détruits à la fin de la journée. Personne ne doit pouvoir soupçonner par où América est passé et où il ira. Et puis les services de sécurité ont également mis en place une idée redoutablement efficace. Quelques officiers circulaient dans un train quasiment semblable à celui d'Hitler. Un grand train express avec des voitures Pullman. Il circulait environ 20 à 30 minutes avant le train d'Hitler. L'idée était de créer un leurre pour contrer les attaques qui étaient susceptibles de se produire. Les gens attaqueraient ce train plutôt que le train d'Hitler qui arrivait derrière. Parfois, il y avait également un autre train fantôme qui suivait le train d'Hitler. Vous seriez bien embêté pour savoir lequel attaquer. Hitler, en route pour Hendaye, à la frontière espagnole, fait une première escale pour rencontrer Pierre Laval, alors vice-président du Conseil, afin de préparer la future rencontre avec Pétain. Cette rencontre doit rester secrète et ultra sécurisée. Il faut donc trouver le lieu idéal entre Paris et Hendaye. Un endroit où personne n'attend Hitler. Ce sera la petite ville de Montoire-sur-le-Loir, où Hitler arrive le 22 octobre à bord d'America. Il est précédé par le train spécial de von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères allemand. La commune de 4000 habitants a été choisie avec soin par l'état-major nazi. Cette gare est un peu à l'écart de la grande ligne Paris-Hendaye, mais surtout, elle est proche d'un tunnel. Il n'y a que 3 km à faire pour aller dans un tunnel où le train sera à l'abri. Ils m'ont dit, quand on est dans un train de voyageurs pendant la guerre, même Hitler, c'est comme si c'était sur une route. Il est exposé à tous les dangers. Le train a ses machines sous pression pour aller immédiatement dans les tunnels. Donc ça, c'est l'illustration de la méfiance d'Hitler, du souci extrême qu'il a, à juste titre d'ailleurs, de sa sécurité et le soupçon qu'il a que les Anglais en particulier, ou les Américains plus tard, ou les Soviétiques, ne rêvent que de le tuer pour mettre fin à la guerre. Depuis le début du mois, la petite ville est sous pression. Des rumeurs, encore et toujours des rumeurs, alors que 500 soldats allemands arrivent en renfort. Le silence s'installe petit à petit, ce 22 octobre 1940. On est sur de la très haute sécurité, avec tout un cordon de sentinelles qui est mis en place tout autour de la gare. Des avions allemands aussi sont prévus pour faire de la surveillance aérienne. De même, vous avez des soldats à intervalles réguliers de la gare jusqu'au tunnel. Donc là aussi, tous les 20 mètres, un soldat, sachant que le tunnel est à 3 km. Vous pouvez voir que ça fait 150 soldats mis en place, donc c'est assez énorme. Vous avez aussi donc, tous les accès à la ville qui sont barrés. Vous avez une équipe qui surveille les lignes de communication de la Poste, qui occupe les bureaux de la Poste et donc qui coupe les communications. La ville est littéralement en état de siège. Les gens vivant à proximité de la gare sont consignés chez eux, volets fermés, électricité coupée. Personne ne verra rien et ne saura rien de l'arrivée d'Hitler à bord d'America, qui s'arrête au quai numéro 3 à 18h34. Pierre Laval arrive vers 19h. Hitler le reçoit dans sa voiture salon, accompagné de von Ribbentrop, et Paul Schmidt l'interprète. La discussion est courte, 45 minutes environ. Juste quelques préparatifs diplomatiques pour confirmer que Pétain veut bien rencontrer Hitler 2 jours plus tard.
Le train spécial d'Hitler et celui de von Ribbentrop quittent Montoire dans la nuit, arrivent à Hendaye en début d'après-midi du 23 octobre pour rencontrer Franco, le dictateur espagnol. Les services secrets se débrouillaient pour brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'il va y avoir un train tel jour. Ah non, il va y avoir deux trains. Et puis c'est pas tel jour, c'est etc. On brouille les pistes au maximum pour que les gens en sachent le moins possible. Il y a aussi des gardes qui sont dans les gares, peut-être également le long de la forêt landaise. Bien entendu, il y avait une histoire de largeur de rail, c'est-à-dire que les deux trains ne pouvaient pas aller plus loin. L'écartement espagnol, je crois, est de 1,76 m, si ma mémoire est bonne, contre 1,44 m l'écartement standard. Et donc, les deux trains étaient bloqués en gare d'Hendaye. Ils ne pouvaient pas aller plus loin, ni d'un côté, ni de l'autre. Franco, légèrement en retard, monte dans America, direction la voiture salon d'Hitler, pour un entretien qui va durer 9 heures. Mais l'entrevue ne débouche sur rien. L'Espagne de Franco ne rentrera pas en guerre aux côtés de l'Allemagne. Hitler ne le lui demande d'ailleurs pas clairement, ni fermement. Le train retourne vers Montoire dans la nuit du 23 au 24 octobre pour la rencontre attendue avec le maréchal Pétain. Alors que la ville du centre retrouvait un semblant de calme, l'activité allemande reprend de plus belle. La gare, un peu à l'écart du centre-ville, est de nouveau complètement isolée. Les soldats sont sur le qui-vive, les défenses antiaériennes prêtes. Le monde semble s'arrêter de nouveau dans une ambiance lourde. Rien ne filtre non plus sur ce qui se trame. Montoire ne sait pas encore que son futur sera marqué à jamais par les prochaines heures. Le train d'Hitler arrive à 15h29 et stationne voie numéro 3. Le brouillard s'installe. Et à 18h, le maréchal Pétain, le chef d'État français, et Pierre Laval arrivent en voiture. Hitler, lui, patiente au pied de son train, donc sous l'abri des voyageurs, entre le quai numéro 2 et le quai numéro 3. La rencontre entre Hitler et Pétain est scellée par la célèbre, trop célèbre, poignée de main. Accompagnés de von Ribbentrop, Paul Schmitt et Pierre Laval, le Führer et Pétain s'installent dans la voiture salon. Ces 2 heures d'entretien jettent les bases d'une collaboration franco-allemande, validée quelques jours plus tard par Pétain lors de son funeste discours du 30 octobre 1940. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. America quitte Montoire le soir même pour se rendre à Munich. Hitler apprend que Mussolini va envahir la Grèce. Il file à Florence pour l'en dissuader, mais arrive trop tard. Depuis 8 heures du matin, les troupes italiennes déferlent sur la péninsule grecque. Six mois plus tard, le 12 avril 1941, Monikkirchen, une petite ville proche de Vienne dans les Alpes autrichiennes, accueille pendant 2 semaines America et sa fourmilière nazie. Le train stationne à l'entrée d'un long tunnel de 2700 mètres dans une vallée à l'écart de la ville, juste à côté d'un petit hôtel. Les locomotives sont toujours sous pression, prêtes à mettre America à l'abri en cas d'assaut. Hitler dirige l'attaque de la Yougoslavie, qui lui donnera accès à la Grèce pour aider Mussolini, qui n'a pas pu s'imposer face à la résistance hellénique. Hitler passe le plus clair de son temps enfermé dans son quartier général, à diriger les opérations. Son lien avec l'extérieur, c'est la voiture de communication et ses appareils ultra sophistiqués qui lui permettent d'être en temps réel en contact avec ses différents fronts. Cette voiture est en 13e position, juste après celle de la garde rapprochée d'Hitler. On entre par la salle du conseil. C'est l'endroit stratégique où se trouvent les cartes qu'on peut dérouler sur un mur ou consulter sur la grande table. Ensuite, les pièces réservées aux communications, le high-tech des années 40. La première, avec des téléscripteurs et des machines de cryptage qui encodent et décodent les télétextes. Puis les centraux téléphoniques, pour les appels entrants et sortants, ainsi que ceux en interne. Enfin, le compartiment radio, utilisé avec une machine de cryptage Enigma qui code et décode les messages. Plusieurs parties des forces armées allemandes utilisaient différentes machines de chiffrement Enigma.
Donc pour l'utilisation de ces machines, il devait brancher la voiture personnelle du Führer, les 2 ou 3 voitures de télécommunication et les voitures des gardes du corps sur le réseau de télécommunications. Heureusement, chaque gare était déjà équipée de ces prises. Ils prenaient les câbles et les branchaient tous. Dans les 20 à 30 minutes, tout était en place et opérationnel pour qu'ils puissent commencer à utiliser les téléphones et parler avec la Russie ou ailleurs. Quand le train roulait, ils ne pouvaient pas utiliser le téléphone, ni les machines. Ils devaient utiliser à la place une superbe grosse radio à ondes courtes de 700 watts qui était aussi à la pointe de la technologie. Ce matériel émettait partout. Hitler rompt la monotonie militaire le 20 avril 1941, en fêtant ses 52 ans dans cette campagne bucolique. Pendant les 2 semaines passées à Monikkirchen, il multiplie les rencontres et les réunions diplomatiques avec le roi de Bulgarie, le régent de Hongrie, le ministre des Affaires étrangères italien, l'ambassadeur allemand de Hongrie. Eux aussi, pour certains, sont venus en train. Alors que la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie sont déjà asservis, le Troisième Reich fait main basse sur la Yougoslavie. Il est aux portes de la Grèce. Le 26 avril 1941, Amerika quitte Monikkirchen et le Führer arrive à la chancellerie de Berlin le lendemain, le jour de la capitulation d'Athènes. À partir du 9 mai 1941, Hitler séjourne 1 mois au Grand Air au Berghof, sa propriété de Bavière. Juste avant de lancer son pays dans une bataille qui va le conduire à sa perte, l'invasion de la Russie. Il était très fier de sa maison qu'il avait payée avec les droits d'auteur de son livre Mein Kampf. C'est là qu'il passait du temps avec Eva Braun, en jouant à la famille heureuse, en jouant au mari et à l'épouse, avec beaucoup d'enfants autour, pas ses propres enfants, les enfants de dirigeants et d'autres. Le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa est lancée. L'Allemagne envahit la Russie. Ce front de l'Est devient le principal théâtre des opérations de l'armée allemande. À partir de cet instant, un changement va se produire. Hitler devient de plus en plus paranoïaque. Il se coupe du monde au fur et à mesure que sa conquête de la Russie va s'enliser. Il ne se sent protégé que dans des bunkers. Amerika va devenir un outil pour circuler et ne sera plus jamais un quartier général mobile, jugé trop risqué malgré sa protection. 2 jours après le début de l'attaque, Amerika arrive à Rastenburg, en Pologne. Ici, Hitler a fait édifier un quartier général fixe sur 6 km², entouré d'une zone minée. Un ensemble de blocos, des bunkers camouflés et protégés par 2 mètres de béton armé, des baraquements militaires et des maisons en rondins recouvertes de mousse. 2000 personnes vivent ici. Ce quartier général s'appelle la Tanière du Loup. La Wolfschanze. Il passe 800 jours dans cette forêt sombre, infestée de moustiques, à la chaleur moite et étouffante en été, et l'hiver couverte de neige dans un froid intense. Il l'appelait la Wolfschanze, la tanière du loup, se servant d'un nom qu'il avait beaucoup utilisé. Plus jeune, il était connu en tant que Monsieur Loup. Le loup est un symbole de force et de ruse, et bien sûr, Adolf, le nom Adolf, son propre prénom, est un vieux nom allemand pour désigner le loup aussi. Il s'agit de ce genre de mythe germanique. La tanière du loup est vraiment très importante. Elle devient une espèce de maison scellée loin de la réalité de Berlin, loin de la réalité de beaucoup de choses se produisant dans le reste de l'Europe, jusqu'à la fin. Hitler ne partit que lorsque les Russes étaient presque aux portes. C'est seulement là que le quartier général est évacué et détruit. Tout au long de la guerre et de sa progression sur les différents fronts, ce ne seront pas moins de 20 quartiers généraux qui seront construits, tous à base de bunkers ultra sécurisés. Démesure et gigantisme sont aussi présents à 600 km au sud de la Tanière du Loup, à Andlac Sud. 2 bunkers monumentaux, éloignés de 30 km, destinés à abriter les trains spéciaux, sont opérationnels cet été 1941. Ce sont des méga-tunnels, construits en 10 mois par des centaines de prisonniers des camps de concentration polonais. Le Führer et Mussolini s'y sont donné rendez-vous pour une discussion de plusieurs heures sur la manière de conduire la guerre en Union soviétique. Le train d'Hitler s'abrite sous le tunnel de Strysov, tandis que celui de Mussolini est engagé dans celui de Stepina. Il mesure 480 mètres de long, 8 mètres de large et 12 mètres de haut.
Les murs de plus de 2 mètres d'épaisseur de béton renforcé étaient conçus pour une chose, garer le train d'Hitler dans un endroit très sécurisé. L'idée étant que si une attaque était menée contre le train, il pouvait sceller les 2 extrémités des tunnels et littéralement combattre jusqu'à ce que d'autres forces allemandes arrivent et les sauvent. La chose la plus insensée. Et tout ce temps, ces efforts, cet argent pour 2 réunions seulement. Ces tunnels n'ont été utilisés que 2 fois pendant la Seconde Guerre mondiale, pour des réunions avec Mussolini. C'est une véritable blague, mais cela montre une fois de plus le niveau de paranoïa autour d'Hitler. De retour à la tanière du loup, Hitler s'active à commander le front russe. Un front où le sang va couler sans discontinuer. La Blitzkrieg n'aura pas lieu. Des 4 mois initialement prévus, le conflit va s'enliser pendant 4 ans, jusqu'à la fin, en mai 1945. L'armée rouge progresse, l'armée allemande atteint ses limites sur le plan humain, sur le plan matériel. Elle a de plus en plus de mal à reconstituer ses forces. C'est aussi pour ça qu'on fait venir des ouvriers, des travailleurs de France et de toute l'Europe occupée pour prendre la place du plus grand nombre d'ouvriers possible dans les usines allemandes et essayer de regarnir les rangs de la Wehrmacht en Russie qui sont régulièrement décimés par de terribles réactions soviétiques. Et au fur et à mesure de ces défaites, Hitler devient de plus en plus autoritaire, cassant. Le doute s'installe. À partir de cet été 1941, 80% des pertes humaines de l'armée allemande vont avoir lieu en Union soviétique. Comme la situation militaire commence à se retourner contre l'Allemagne, particulièrement au début de 1942, l'échec de la prise de Moscou et bien sûr plus tard le grand désastre de Stalingrad, Hitler est de plus en plus isolé. Il fait moins d'apparitions publiques et donne moins de discours. Le 7 décembre 1941, la base américaine hawaïenne de Pearl Harbor subit une lourde attaque aérienne surprise de la flotte japonaise. Le lendemain, l'Amérique déclare la guerre à l'Empire japonais. L'Allemagne et l'Italie, qui forment avec le Japon les forces de l'Axe, répliquent au nom du pacte tripartite. Ils déclarent à leur tour la guerre aux États-Unis le 12 décembre. Le conflit est devenu mondial. Je pense que le fait qu'Hitler ait déclaré la guerre aux États-Unis après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor est apparu comme une grosse surprise pour de nombreux Allemands. Qu'il déclare volontairement la guerre aux États-Unis au beau milieu de tous ses problèmes avec l'Union soviétique, il me semble que sa mégalomanie était hors de contrôle, de la pure folie. Il n'est donc plus question d'appeler le train Amerika du nom de l'ennemi. Il s'appelle maintenant Brandebourg, un retour aux racines allemandes. Brandebourg, comme le cœur de la Prusse, comme la région autour de Berlin. Il y avait également une division Brandebourg, une division SS Brandebourg, qui était réputée être particulièrement fidèle au Führer. On peut supposer que ça allait dans cette direction, donc que Brandebourg exprimait une relation particulière à Hitler. Mais comme parfois l'histoire réserve des incohérences, c'est le nom générique Führersonderzug, le train spécial du Führer, qui sera usité et imprégnera les mémoires pour toujours. De l'autre côté de la Manche, on cherche activement à stopper net le monstre nazi. Hitler est l'homme à abattre. En tout, on parle d'une trentaine, voire d'une quarantaine d'opérations manquées contre le Führer depuis qu'il est au pouvoir. Il dit qu'il est protégé par la Providence, par quelque chose donc qui est au-delà du pouvoir humain. Il le dira donc après l'attentat du 20 juillet 1944, il dira « j'ai été encore une fois protégé par la Providence ». Donc il ne peut pas imaginer un seul instant que ses ordres tombent dans le vide. Pour lui, donc, il y a toujours quelque part une organisation qui lui obéit. En juin 1944, le SOE, le service secret anglais, lance l'opération Foxley, un dossier classé top secret qui n'a été révélé qu'en 1998. Le principe est simple, trouver une solution pour abattre le dictateur. Deux idées principales germent dans la tête des agents britanniques. D'abord, tuer Hitler au Berghof en parachutant 2 tireurs d'élite sur le site.
Autre possibilité, commettre un attentat contre son train. Mais comment déjouer la surveillance de cette forteresse imprenable? Plusieurs pistes sont alors imaginées. Faire dérailler le train. Cela demande d'obtenir des renseignements très précis. Où exactement sera le train et à quelle heure? Des informations impossibles à obtenir. La fouille systématique, la sécurité ne laissent aucune chance à l'introduction d'une bombe dans le train. Une dernière possibilité est envisagée. Ils étudient d'assez près l'approvisionnement en eau potable du train et ils se rendent compte que autant la nourriture et les boissons autres que l'eau sont sécurisées au maximum, autant l'eau potable est une faille dans la sécurité. Un prisonnier allemand qui fut steward dans le train révèle au SEE que la réserve d'eau consommée par Hitler se trouve dans son wagon-restaurant privé, au-dessus de la cuisine. On étudie comment on pourrait infiltrer un agent qui mettrait un poison dans le réservoir, comment ce poison serait mélangé par les cahots du train, comment même, puisqu'on sait que Hitler boit beaucoup de thé et qu'il y met un nuage de lait, alors on présuppose que le lait serait versé avant et qu'à ce moment-là, la couleur un peu bizarre n'apparaîtrait pas. Il avait un goûteur. Tout ce qui lui était donné à manger ou à boire était d'abord goûté par quelqu'un d'autre. Par conséquent, si cette personne mourait subitement, il aurait été assez évident qu'il y avait un souci avec l'eau. Le poison porte le nom de code de I. Il a un effet à retardement. Un retardement important, puisque le poison I agit 6 ou 7 jours après avoir été bu. Donc en supposant même que le docteur Morel, qui goûtait beaucoup à la nourriture d'Hitler, goûte le thé avant Hitler, il ne serait pas mort tout de suite et Hitler non plus, et donc il n'y aurait pas eu d'affolement et de tentative de trouver un antidote, et ça avait effectivement beaucoup de chances de marcher. Mais en 1944, alors que l'Allemagne nazie chancelle, au sein du SEE, un débat fait rage. Faut-il tuer Hitler? Si tous voudraient le voir mort, beaucoup craignent que son assassinat par l'ennemi fasse de lui un martyr idolâtré. Je pense que la décision de ne pas le tuer a été prise car Hitler, vers la fin de 1944, était devenu notre plus bel atout à l'Ouest. Il a mal géré la guerre à un tel degré, prenant tellement de décisions stupides. Il raccourcissait la guerre en fait. Garder Hitler vivant était en fait la meilleure chose à faire, bien que cela soit choquant. Du 11 décembre 1944 au 15 janvier 1945, Hitler dirige la bataille des Ardennes depuis son quartier général d'Adlerhorst, au nord de Francfort. Les objectifs sont grandioses. Mais comme pour donner raison au service secret anglais, Hitler confirme ses faiblesses stratégiques, semble se couper du monde et surtout, n'a plus les moyens de ses ambitions. La déroute allemande n'en est que plus cuisante. Les nouvelles arrivent pendant la bataille des Ardennes. Les Soviétiques ont lancé une énorme offensive. C'est cette offensive gigantesque qui a détruit l'armée allemande en grande partie à l'Est et qui traverse désormais la Pologne, direction la Prusse orientale. Hitler est contraint de se replier à Berlin. Il ne le sait pas encore, mais il entreprend son dernier voyage à bord du Führer-Sonderzug, son train qui n'aura finalement jamais été attaqué, son train qui l'aura conduit à travers sa nouvelle Europe dès les premiers instants de la guerre. Depuis la fenêtre de sa voiture-salon, Hitler prend conscience de l'ampleur de la dévastation. Berlin n'est que ruines et poussière. Il se rend compte que le grand empire germanique ne sera pas, que la guerre est finie et qu'il va perdre. Nous sommes le 16 janvier 1945. En dépit du fait qu'il se retrouve avec une capitale qui est en ruine, il pense qu'il faut continuer à aller de l'avant. Le Führer-Sonderzug le dépose en gare de Grunwald, cette petite gare à l'ouest de Berlin qui a déjà vu passer maintes fois le train spécial, mais aussi d'autres trains très spéciaux. Ceux qui emmenèrent vers l'enfer des camps de concentration des millions de gens, dont la plupart des Juifs. Il s'installe à la chancellerie, pas tout de suite dans le bunker,
Donc la chancellerie de Berlin qui est de plus en plus bombardée, de plus en plus inutilisable, il n'y a plus une vitre qui tient, etc. Et on est quand même en plein hiver. Mi-avril 1945, Hitler s'enferme définitivement dans le bunker sous la chancellerie. Il assiste impuissant à la prise de Berlin par l'armée soviétique. Le 20 avril, il célèbre son dernier anniversaire. Le 29, il épouse Eva Braun, sa compagne. Dans la nuit, Hitler dicte son testament politique. Et le lendemain à 15h15, ils se suicident tous les deux dans leur chambre. Leurs corps seront aspergés d'essence et brûlés. La semaine suivante, au bord d'un ravin à Malnitz, le sort de la voiture salon personnelle d'Hitler est entre les mains des SS. Nous sommes le 7 mai 1945, il est 15h. Les SS ont décidé de faire sauter la voiture personnelle d'Hitler. Alors, on a versé de l'essence à l'intérieur, des charges explosives, des grenades, et tout a sauté. Pour les nazis, cette voiture hautement symbolique ne devait pas tomber entre les mains des Alliés pour être exhibée comme un trophée à Paris, Londres ou New York. Pas le moindre morceau de la voiture personnelle d'Hitler ne devait subsister. Tout devait brûler, disparaître. La Seconde Guerre mondiale prend fin le 2 septembre 1945. L'Allemagne vaincue est divisée entre les forces alliées. Mais ce n'est pas encore la fin du Führer-Sonderzug. Les Américains ont eu vent de cela et ils ont pris le relais en disant « Merci beaucoup, le train d'Hitler est dorénavant la propriété de l'armée américaine ». Les Anglais ont dit qu'ils aimeraient bien une part également. Le train a donc été divisé, certaines voitures pour les Britanniques et les autres pour les Américains. Et elles ont été utilisées comme train officiel par les généraux ou d'autres personnes en charge de la zone occupée. En tant que butin de guerre, évidemment. Au début des années 50, les voitures des différents trains spéciaux nazis sont rendues à l'État allemand. Le chancelier Konrad Adenauer fait son train officiel avec les voitures restantes du Führer-Sonderzug. Et c'est à bord de celui-ci qu'il se rend en visite officielle à Moscou en 1955, dans une sorte de pied de nez à l'histoire, 10 ans après la chute de Berlin. Puis les voitures de tous les trains spéciaux sont réactualisées, transformées, modernisées, dispersées. La reine d'Angleterre Elisabeth II ou les Beatles dans les années 60 sont loin d'imaginer que leur voyage en Allemagne, ils le font à bord de la voiture personnelle du ministre des Transports du Reich, celui-là même qui organisait tous les déplacements des trains pendant les années de guerre. Dans les années 70, c'est le chancelier Willy Brandt qui fera usage des dernières voitures du train d'Hitler. À partir des années 80, plus aucune voiture des trains spéciaux ne sera utilisée. La bête d'acier est à l'image de son maître. Elle personnifie l'un des pires meurtriers de l'histoire contemporaine. L'a accompagné sur tous les fronts, dans toutes ses folles décisions. L'a enfermé dans une bulle alors que le monde lui échappait inexorablement. De ce Führer-Sonderzug, lourd de tout ce passé, il ne reste quasiment plus de traces. Juste quelques voitures hébergées au fond d'un musée.